de printemps avec autour d'un thème, c'est numérique et radiologie, voilà, gloire et déboire. Et la première table ronde, c'est téléradiologie, source de destruction de territoire ou de solidarité. Voilà. Je vais animer cette table ronde avec Hugo Piroca, qui est jeune interne de radiologie. Voilà, je vais le laisser présenter les différents intervenants de la table ronde. Et après, je vous resituerai le contexte de cette table ronde. Eh bien, je vais le faire parce que Hugo, c'est toutes les joies. Hugo est présent sur Nîmes, mais manifestement, soit il ne m'entend pas, soit je ne l'entends pas. Alors, je vais animer, donc Hugo anime cette table ronde avec moi. On aura Laurent Verzeau, s'il arrive à se connecter, justement parce que je voulais qu'on évoque la téléradiologie sur son mode programmé. Voilà. Vivien Thompson, qui est radiologue aussi, qui lui abordera la téléradiologie, mais sur son mode non programmé. Voilà. Et avec Jean-Paul Bergy, ça nous a semblé aussi important de faire participer des patients, voilà, parfois qui représentent, comme on dit, des usagers, voilà, avec Maïté Sanchez, voilà, qui est coordinatrice régionale d'une association qui s'appelle Vivre comme avant. Voilà. Alors, pourquoi parler de la téléradiologie et l'associer à ce territoire? Alors, je ne vous fais pas le dessin, et encore plus depuis cette crise sanitaire, ça a quand même mis en avant la télémédecine, avec un essor, mais qui va encore rester et qui perdure, mais avec une vraie particularité sur la radiologie. Pourquoi? Parce que on le voit bien, on a une vraie antériorité sur cette téléradiologie, cette télémédecine. Voilà. Ouais, une activité qui est très très encadrée, hein. HAS, charte G4 SFR, que vous avez d'ailleurs en lien, j'ai vu. On a aussi une problématique clairement sur la démographie radiologique. Merci à tous qui rentrent de couper vos micros. Voilà. Sachez que quand vous rentrez sur un Zoom, d'emblée le micro est ouvert. Donc dès que vous rentrez, vous fermez vos micros. Merci. Sur la démographie radiologique, clairement, je vous invente rien sur les besoins de soins et d'imagerie, avec une population qui vieillit, des maladies chroniques qui sont de plus en plus présentes, et de fait, une imagerie qui est en première ligne. Les besoins de compétences en radiologie, voilà, qui sont liés aux complexités des pathologies, des traitements qui sont mis en œuvre. Et là aussi, c'est important, c'est aussi un mot d'ordre français, c'est quand même la nécessité d'accès aux soins. Voilà. Et c'est pourquoi que les équipements lourds ont été autorisés dans différents sites en France, voilà, et pas uniquement dans les grandes métropoles et les grandes villes, voilà, pour que la population puisse avoir accès à ces équipements. Comme vous l'avez dit, et puis d'ailleurs la table ronde le fait autour de ça, c'est aussi clairement de parler de l'activité programmée et non programmée. Voilà, et quand on dit non programmé, clairement dans la journée, mais aussi ce qui nous intéresse, hein, c'est tout ce qui se fait à partir de 21h et en nuit profonde. Le territoire, pourquoi associer clairement cette téléradiologie, cette radiologie au territoire? Quand on regarde un parcours de soins d'un patient en France, il se tourne autour du territoire. Voilà. Ce territoire de santé qui intéresse tous les acteurs, qu'ils soient médicaux, privés, publics, médico-sociaux. Voilà, ça tourne autour du territoire. Clairement, autour de cette table ronde, on ne pourra pas parler de tout. Voilà. Ce que j'ai souhaité, c'est que tous les intervenants parlent de leur expérience radiologique en général. Évidemment, ce n'est pas le lieu pour faire la promotion de telle ou telle société ou tel logiciel, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc, on avait, je pense que Laurent Verzeau n'est toujours pas en ligne. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de voir comment la téléradiologie, on va dire, non programmée, voilà, Vivien Thompson va l'évoquer, comment cette téléradiologie non programmée peut venir justement en appui, en solidarité, parce qu'à un moment dans le titre c'était ça, d'une téléradiologie programmée du territoire. Alors Vivien, merci d'être là. Et alors, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes par exemple, qu'est-ce que c'est pour toi la téléradiologie non programmée? Voilà. Bon,
Merci de solliciter mon intervention sur ce sujet qui est effectivement le cœur de notre métier. De la téléradiologie non programmée. Il y a Laurent Verzeau vient de nous rejoindre. Est-ce que tu veux réinverser ou on parle là-dessus? On laisse alors. Limite, tu peux juste dire peut-être ce ben, que c'est, puis comme ça, après, j'interrogerai Laurent. On va faire quelque chose de croisé, peut-être. Très bien. Donc, c'est vrai qu'on a, nous, une vision, une expérience de la téléradiologie non programmée dans une vision qui n'est pas dans une répartition territoriale de l'activité, mais effectivement avec un impact territorial assez fort parce que la gestion de l'activité de nuit impacte fortement l'activité de journée en termes de consommation de ressources. Et dans des territoires où les ressources sont une denrée limitée, la capacité d'externaliser une activité de nuit profonde typiquement, mécaniquement, crée du temps médecin, du temps radiologue en journée. On estime au sein d'un centre hospitalier que la mise en place d'une garde ou l'annulation d'une garde, l'externalisation d'une garde complète de radiologue, c'est quasiment 3 équivalents temps plein qui se retrouvent au planning en complément. Donc l'impact de la nuit, il est immédiat sur l'activité de journée et donc sur tous les projets de territoire dont tu parles. Merci Vivien. Alors bon, Laurent, bienvenue. Voilà. Bonsoir, je suis désolé, j'ai eu plusieurs grandes difficultés à me connecter, mais c'est fait. C'est le principal, tu es là. Alors, j'ai introduit justement c'était pour parler des deux sujets, téléradiologie non programmée. Et alors d'emblée, voilà, je t'interroge sur la téléradiologie programmée de territoire. Voilà, qu'est-ce que c'est ta vision justement? Pourquoi le territoire est un bon élément? Et peut-être nous préciser ce que tu vas nous dire. Ça fait partie, un des éléments d'un projet territorial de radiologie. Voilà, ça c'est très important et c'est un peu notre marotte depuis un certain nombre d'années. Pour moi, la téléradiologie, c'est l'exercice de notre métier de radiologue à distance. C'est tout. Et en aucun cas, ça ne peut être de la prestation de service, mais c'est bien le même type d'exercice que celui qu'on fait à proximité de nos équipes, à proximité de la console, sauf qu'on utilise des outils de communication et on le fait à distance. Et c'est comme ça qu'on amène au plus près des besoins, au plus près du territoire, de la compétence qui, de toute façon, n'y serait pas, ne pourrait pas y aller physiquement. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une modification de nos organisations professionnelles, dans nos structures, de façon à dégager du temps médecin en journée, du temps médecin qui est dédié à cette seule activité. Pour moi, c'est comme ça que la téléradiologie doit s'exercer. Et non pas, je prends souvent l'exemple, je suis dans ma vacation de scanner ou d'IRM et puis je fais un clic droit et je vois qu'il y a un examen qui est sur une plateforme qui m'intéresse, je le mets à mon nom, je le prends, je l'interprète. Là-dessus, c'est pas bon parce on ne peut pas être en lien direct avec les équipes qui sont sur place et on a besoin de cette relation forte avec les manipulateurs et les médecins demandeurs des centres pour mettre la dose nécessaire de pertinence de la demande des examens. Alors, pourquoi l'échelon du territoire est important? Parce que cette conception-là, si on veut corriger les dérives qui nécessairement existent ou être en permanence en lien avec les équipes qui sont sur place, il faut pouvoir introduire une dose de présentiel. Et le territoire permet d'aller une journée par semaine, une journée par mois, prendre du temps médecin des équipes territoriales sur les sites qui sont à distance. Merci. On le reprendra tout à l'heure, effectivement, cette notion du présentiel qu'il faut effectivement intégrer dans cette activité de téléradiologie. Alors, je vais poursuivre avec Laurent, puis après je reviendrai sur Vivien. Justement, quels sont les points positifs de créer justement une téléradiologie de territoire, en particulier en termes, on va dire, de compétences des radiologues dans leur domaine d'expertise, par exemple. Voilà, merci de me donner l'occasion d'exprimer un peu ce qui est mon dada. En ce moment, on a, contrairement à ce que certains disent, en ce qui concerne la démographie médicale, on entend quelquefois il n'y a jamais eu autant de médecins. C'est pas vrai. On est au creux de la vague et on va commencer à remonter les effectifs. Si on prend les projections, les analyses de l'adresse qui datent déjà de 2009,
On remonte progressivement jusqu'en 2030 pour retrouver les niveaux de 2006, mais en ce qui concerne notre spécialité, avec 9,8% de moins d'effectifs. Dans ce contexte-là, on a la surspécialité où on sait bien maintenant qu'on ne sait plus tout faire. Le radiologue généraliste est quelqu'un en voie de disparition. On a même dans la formation, donc on a un socle de base qui nous permet de tout gérer, mais on a besoin de ces surspécialités. Et donc ces compétences dans les surspécialités, on ne peut les mettre à profit des besoins de la population, on ne peut les mettre à profit que si on utilise les outils de la téléradiologie. Donc, ça nous permet, dans une organisation où on a des effectifs suffisants, d'organiser des vacations programmées, dans lesquelles on va avoir différentes spécialités et qui vont être prises en charge par les radiologues des groupes spécialisés dans une activité dédiée. Alors, je vais repasser là, je vais repasser vers Vivien. Une des spécificités, puis effectivement, alors tu vas peut-être pouvoir nous développer cette idée. Tu parles de solidarité dans la couverture horaire, voilà, sur l'activité non programmée. Est-ce que tu peux, c'est effectivement une des spécificités de cette téléradiologie non programmée. Effectivement, la difficulté des territoires, elle est géographique et avec des machines qui s'installent au plus proche des patients, il y a un enjeu d'amener des radiologues. Mais si on se place du point de vue de la gestion des urgences, la relation avec les urgentistes, on est aujourd'hui dans l'obligation au niveau de la profession de s'organiser pour être capable de gérer 24 heures sur 24 avec un niveau de pertinence équivalent et quelle que soit la zone géographique. Donc, c'est un double enjeu finalement. C'est une problématique en relief à la fois de territoire géographique et en ce qui concerne effectivement mon expérience plus personnelle de l'enjeu de la couverture horaire. Et cette nuit profonde mérite effectivement d'avoir le même niveau d'exigence que le reste de la couverture horaire. Et nos collègues urgentistes sont organisés en cycle de 24 heures, enfin en tout cas sur l'ensemble des 24 heures, pour avoir un niveau de pertinence sur tous les sites équivalent, quel que soit l'horaire du jour et de la nuit. Les urgences aujourd'hui, c'est une spécialité de DES à part entière et ils sont en droit d'attendre de nous d'avoir cette pertinence, cette spécialisation, cette compétence, quelle que soit l'heure et quel que soit le territoire géographique. Donc l'enjeu horaire est directement lié à l'enjeu du territoire en fait. Et alors, si je poursuis un peu, peut-être une des limites et des difficultés, c'est comment maîtriser la demande en fait. Voilà, parce que l'urgence fait qu'à un moment donné, je dis pas que la réflexion est plus courte, mais on voit qu'on est un peu pour aller le plus vite possible. Voilà, essayer de savoir pourquoi le patient est là et l'évacuer le plus vite possible du secteur d'urgence. Donc, comment est-ce que on peut et comment tu t'imagines ce travail sur la maîtrise de la demande en fait? Alors, c'est effectivement un enjeu très, très complexe. C'est un enjeu en termes d'irradiation, de contrôle de l'irradiation, de maîtrise des coûts et puis aussi d'optimisation des ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire au milieu de la nuit. Ça n'aurait pas de sens en termes de consommation de radiologues. Mais la maîtrise de la demande, elle peut être faite en direct avec une structuration des demandes. Et là, la téléradiologie, elle impose finalement un vecteur informatique qui permet de mettre en place une structuration des demandes d'examen, une filiarisation des demandes d'examen, et donc d'avoir le maximum d'informations malgré la distance, parce qu'effectivement, la distance géographique fait qu'on ne connaît pas nos interlocuteurs, et donc on doit compenser cette distance par de la disponibilité et par une structuration des informations récupérées. Donc ça, en direct, c'est avoir le temps, prendre le temps malgré l'urgence d'analyser la pertinence des demandes en ayant pris le temps de structurer ces demandes. Et puis, a posteriori, ce travail informatique permet de générer des données qui, elles aussi, sont structurées. Et pour prendre l'exemple de l'embolie pulmonaire, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a des recommandations du Collège des radiologues outre-Manche, qui est d'aller vers un objectif de 15% d'embolie pulmonaire pathologique en taux de prévalence sur les scanners faits et 50% d'examens d'autres causes de pathologie que l'embolie pulmonaire. Et la structuration des demandes permet a posteriori d'analyser ces données. Et donc finalement,
c'est un double travail. Il y a le travail du direct, qui est compliqué et qui nécessite d'avoir des gens bien alertes, bien organisés toute la journée et toute la nuit. Et puis, il y a les synthèses a posteriori, où il faut être capable, à l'occasion de temps de travail ultérieurs, d'analyser les données avec des abacs, avec des comparaisons, pour revoir des objectifs et revoir les pratiques a posteriori. Alors, si je repasse côté Laurent, là, sur le programme, il y a quand même une vraie question, c'est comment restituer les résultats quand même au patient qui est venu. Avant, un petit commentaire pour compléter ce que vient de dire Vivien, c'est très important parce que, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une organisation territoriale, parce que dans le temps de présentiel, on peut corriger les dérives sur les demandes, et ça y participe aussi. Et on arrive à partager ces expériences et aller vers des demandes structurées, ce qui est très important pour être bien dans l'esprit de la pertinence des soins et pour limiter la demande et que la téléradiologie ne soit pas perçue comme open bar. Un des points communs entre les deux pratiques, on va dire. Oui, absolument. Alors, la restitution du résultat. Alors, la restitution du résultat, pour moi, c'est une vraie difficulté et c'est un sujet sur lequel on doit améliorer la relation et on en parlera probablement avec les représentants des patients parce que, pour le moment, soit c'est le compte-rendu est adressé directement au médecin correspondant et au médecin correspondant clinicien dans l'établissement, et c'est à lui de restituer l'examen. Mais pour un certain nombre d'examens programmés qui sont faits en externe dans les établissements, c'est le patient qui récupère son compte-rendu avec éventuellement une évolution de sa maladie, et ça, il se le prend en direct. Et moi, je pense qu'il faut arriver à développer dans nos nouvelles organisations des métiers intermédiaires, comme il y a des infirmières d'annonce, il peut y avoir des secrétaires médicales, des assistantes médicales, puisque maintenant ces statuts existent, particulièrement formés, ou des manipulateurs, bien évidemment, mais on a surtout besoin d'eux pour piloter nos appareils, qui vont être formés à la restitution de ces cas difficiles. Et et même aussi des cas moins difficiles, c'est-à-dire traduire en langage clair un compte-rendu médical qui peut être perçu comme ésotérique par le patient. Là-dessus, on a une réflexion, la profession a une réflexion à mener et à mettre en place de nouvelles organisations. Écoute, on va faire le lien d'emblée avec Madame Sanchez, justement. Alors, je pense que je vous vois en haut à gauche, côté d'Hugo. Là, je pense j'espère qu'on vous entend cette fois-ci. Voilà. Alors, comment alors, au sens plus général, parce que on va se mettre au-delà de la téléradiologie. Je pense pas que vous avez une vraie expérience de téléradiologie avec un radiologue à distance, mais est-ce que vous pouvez quand même nous parler, puis votre ressenti, puis y compris avec des patientes que vous représentez, justement, cette notion de l'annonce, voilà, du diagnostic. On sait que le radiologue est souvent en première ligne, voire le manipulateur aussi, à un moment qui fait une pré-annonce, quoi. Comment vous le vivez, et est-ce que vous avez du vécu, puis peut-être à un moment des recommandations à nous proposer? Bonjour à tous et merci. Dans la main. Donc, je me présente Maïté Sanchez et bénévole de l'association Vivre comme avant et membre administrateur de la Ligue contre le cancer du comité du Gard. Donc oui, j'ai 2 points essentiels et qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire sur les dysfonctionnements d'annonce de diagnostic après examen de mammographie. Donc je suis plutôt dans les examens de mammographie parce que j'ai ces témoignages d'anciennes opérées du sein, moi-même ayant été opérée. Le sujet m'interpelle depuis quelques années, mais encore aujourd'hui, pour avoir reçu de nombreux témoignages de patientes lors de mes visites en établissement de santé après intervention, mais également de témoignages reçus par téléphone, encore présents en mémoire. Je dis bien qu'en effet, le radiologue manipulateur est en première ligne. C'est souvent lui qui découvre les anomalies et qui, face à la patiente, doit trouver les premiers mots. Je comprends bien que la tâche est très difficile, telle que l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Parfois, il s'agit d'essayer de comprendre un peu mieux l'expression de l'angoisse des patients et les difficultés des radiologues manipulateurs afin de reconnaître les erreurs et les maladresses, les attitudes à éviter et les mots à ne pas dire.
Alors, je me permets juste de vous interrompre parce qu'il y a une chose que vous m'aviez dit que je trouve très, très juste. Vous me dites, même si le malade a le droit de savoir, enfin, beaucoup préfèrent ne pas user de ce droit. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une notion. Si vous pouvez un peu enfin, nous développer ou nous amener des exemples, parce que c'est quand même une notion importante, ça. Oui, parce que quelque part nous sommes tous différents. Voilà, certaines personnes désirent connaître la vérité, mais pas toutes. Et même si, j'ai eu encore un exemple il n'y a pas très longtemps, une patiente où le radiologue lui a dit, mais oh, vous saviez bien que vous alliez avoir un cancer du sein. Eh bien non. Et puis même si je devais le savoir, je suis pas d'accord, hein, je ne veux pas l'entendre. Le mot cancer est c'est une, comment dire, je le dis plus loin là, c'est une bombe. En une fraction de seconde. Ce mot cancer est encore tabou. Et voilà, et on le jette comme ça en pleine figure. Non, c'est grave. Voilà, parce que c'est mon ressenti, et c'est le ressenti de toutes ces femmes que j'entends et qui témoignent, hein, c'est ça. Bien sûr. Et alors, comment faire, entre guillemets, si un Bon. retour d'expérience, comment est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, le radiologue pourrait-il se rapprocher du médecin traitant ou de l'oncologue? Parce que là aussi, on a trouvé des soucis. Le radiologue qui donne un diagnostic et l'oncologue qui donne d'autres choses. Je les ai eus au téléphone, ces personnes. Voilà, et donner, rapprocher du médecin traitant ou de l'oncologue le plus rapidement possible. Serait entendu différemment ou se faire aider d'un psychologue. Mais voilà, ne surtout pas laisser traîner tout ça, quoi. Non, on l'attend. On revient à ce que le territoire, on voit que derrière tout ça, il y a un parcours de soins. L'examen radiologique est intégré dans un parcours dans lequel effectivement il y a un oncologue dans le parcours. Enfin, voilà, tout ça, on voit que ça nécessite, et ce qui est le cas très très souvent, mais encore plus pour nous radiologues, à s'intégrer en se disant mais le parcours de soins, où est-ce qu'il est et où est-ce que la patiente va aller derrière, quoi. Et alors, juste, après on repassera un peu à une synthèse. Il y a aussi une chose, vous m'avez dit, hein, vous avez été très marqué, c'est quand, et vous l'avez vécu personnellement, quand un radiologue vous a dit: «Bah, en fait, j'ai un doute». Et la gestion de ce doute qui peut arriver, hein, parce que la médecine est une obligation de moyens et pas de résultats, quoi. Mais un peu nous dire quand même ce mot quand vous l'entendez, quand un radiologue vous dit: «J'ai un doute», et qu'est-ce que pareil, il a aussi un retour d'expérience. C'est exact, c'est une question que je me pose et que je pose. Pourquoi, lorsqu'il y a doute, même si léger soit-il, bien souvent le radiologue manipulateur annonce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et propose ainsi à la patiente un prochain examen dans les 6 mois qui suivent. Et la question est là, et pourquoi attend-on 6 mois Cela m'est arrivé personnellement, mais aussi pour l'avoir entendu chez d'autres patientes. Ne serait-il pas possible d'approfondir ce doute, éviter ces longs mois d'attente, surtout lorsque l'on sait que cela peut évoluer très vite? Pour ma part, ce sont des paroles dites par mon gynécologue chirurgien, qui, après avoir reçu les clichés de mammographie, me dire « Je n'attends pas 6 mois, j'en ai trop vu. On fait une biopsie. » Cette phrase résonne encore en moi. Voilà, pourquoi attendre? Il y a voilà, on n'attend pas. Enfin, ce que vous dites, madame, est très juste, et on sent bien le vécu, tout le ressenti qui est très douloureux. Ce sujet, c'est une grande préoccupation de la Société française de radiologie et de l'ensemble des personnels et des professionnels. Et régulièrement, on organise des formations pendant les Journées françaises de radiologie avec des ateliers sur ce que vous avez très bien décrit, qu'on qualifie des phrases qui tuent ou des mots qui tuent. Donc, il faut être très attentif à ça. Dans la prise en charge du cancer, tout dépend aussi du stade. Est-ce qu'on est dans une situation de première annonce ou est-ce qu'on est au contraire dans une situation de suivi, de rechute, de récidive? Donc, ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes auxquels on est très attentif. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est bien de montrer qu'on est particulièrement attentif à ça, parce que nos modes d'organisation vont être obligés d'être modifiés par les problèmes de démographie et aussi le vieillissement de la population
plus la population vieillit, plus elle a le risque de développer des cancers. Donc on a cette double difficulté à appréhender, on est moins nombreux et on a une demande de soins qui est de plus en plus importante. Donc comment on fait ? Et on pense, c'est le sujet de cette table ronde, que la téléradiologie, à partir du moment où elle est correctement organisée, en relation donc avec nos collègues demandeurs, nos collègues cliniciens, à l'échelon du territoire, alors elle peut être efficace et d'imiter les déserts médicaux. À l'inverse, si on n'apporte pas de réponse et si on ne modifie pas nos pratiques, on risque d'être dans des situations qui sont beaucoup plus dramatiques et avec une partie de la population qui n'aura pas les mêmes droits que les autres. Exact, oui. En tout cas, on voit que ce qu'on disait, hein, la restitution du résultat, l'annonce d'un diagnostic, voilà, c'est un travail, enfin c'est un métier, voilà, ça se travaille, y compris, je vois moi en termes de formation initiale hein, des internes, l'annonce, elle est fondamentale, quoi. Voilà. Même sur les étudiants en médecine, hein, on voit bien qu'on est revenu effectivement. Moi, je vois sur la faculté de Rennes. Voilà, après, on va reparler du sujet, mais voilà, il y a des ateliers spéciaux pour les externes, voilà, pour les étudiants en médecine. L'annonce. Voilà. Si je peux me permettre juste un... Pardon. Oui, bien sûr. Bien. Ouais. Il faut éviter, allez-y, madame. Éviter les mimiques et les manifestations de surprise ou d'étonnement, sans adopter une attitude figée qui pourrait faire penser que le radiologue est inquiet. La patiente s'en rend bien compte et c'est ce qui ajoute du stress et de l'angoisse. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Hein, le manipulateur, le radiologue en face, on fait un petit... il montre un visage un peu inquiet, mais bon, essayons d'éviter ça, quoi. Mais tout est important, même la communication non verbale. C'est important, tellement important, oui. Oui, Vivien, ouais. Juste alors, c'est vrai que il m'est difficile de rebondir exactement sur l'annonce oncologique qui est pas le cœur de notre métier, mais en urgence, la problématique est la même. Enfin, existe aussi en tout cas de la transmission du résultat. Et la particularité de l'urgence, c'est le lien direct, permanent et direct avec le clinicien, lui-même en charge de la patiente. Et finalement, par l'intermédiaire du clinicien, on a un contact immédiat par le truchement du clinicien avec le patient, ce qui est effectivement beaucoup plus compliqué dans la pratique programmée, où le patient n'est pas à côté de son médecin, le médecin n'est peut-être pas joignable. Donc, quelque part, la difficulté de l'activité de nuit a une compensation extrêmement importante, c'est que cette problématique de l'annonce n'existe pas au même titre que sur l'activité programmée, parce qu'on est plutôt dans de la communication avec un médecin sur site qui, lui, est en charge après des annonces et de la prise en charge. Donc, il y a quelque part une simplification de cette problématique liée à l'organisation même des urgences. On va passer un peu à la discussion. Alors, si je résumais un petit peu, moi, ce que je vois quand même derrière tout ça, le maître mot, c'est quand même la qualité-sécurité pour améliorer la prise en charge des patients. Ça, je pense que cette pratique-là, et au sens général, hein, mais elle s'applique encore plus à la téléradiologie. Et alors, je vais peut-être faire rebondir un peu Hugo là sur son témoignage. Je trouve qu'il y a une chose qui est aussi commune, hein, et paradoxalement, on l'aurait pas dit il y a quelques années, c'est la notion de travail en équipe sur une activité de téléradiologie. Voilà. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans cette crise Covid où tout le monde a parlé de télétravail. Le télétravail, entre guillemets, est synonyme d'activité individuelle et solitaire. Et quand on interroge à la sortie de cette crise, on s'aperçoit que quand même, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment pas abuser et que psychologiquement, pour un travailleur, c'est très difficile. Et on s'aperçoit justement, comme si on était en avance, que cette activité déportée, ou un peu à distance, elle est encore plus facilitée si elle est faite en travail, voilà, en travail d'équipe, je trouve. Je voulais faire un peu réagir Hugo sur cette notion justement d'un travail radiologique en équipe, voilà, y compris sur de la téléradiologie. Merci professeur Gauvry. Je vous remercie Madame Sanchez, c'était très intéressant. Moi je voulais vous poser une question sur finalement dans le cadre d'une téléradiologie, puisque le médecin radiologue étant à distance, hein, finalement il n'est pas sur site et normalement le résultat, le compte rendu du radiologue est donné au patient
comment verriez-vous en fait cette restitution du compte-rendu? Par exemple, si dans un compte-rendu, il peut nous arriver sans utiliser le mot cancer comme vous avez utilisé, mais en tout cas des alternatives qui veulent dire finalement la même chose. Est-ce que vous penseriez de faire en fait une téléconsultation avec le médecin radiologue qui a interprété les résultats? Est-ce que vous voudriez que le compte-rendu ne vous soit pas donné et que le médecin radiologue en fait appelle directement le médecin traitant pour qu'il vous convoque et vous transmette les résultats? Est-ce que en fait vous pensez qu'il faut laisser le choix avant même l'examen radiologique? Est-ce que vous laissez le choix? Typiquement, voulez-vous recevoir les résultats par le médecin radiologue? Voulez-vous que ça et avoir le compte-rendu, ou voulez-vous que le compte-rendu soit envoyé directement à votre médecin traitant et puis c'est le médecin radiologue qui transmet au médecin traitant et vous ne le voyez pas? Ça serait très intéressant de savoir, même pour les jeunes radiologues. Ben oui, à mon avis, je pense qu'il faudrait proposer aux patients ce qu'ils désirent. C'est une proposition à faire et c'est à eux de choisir, pourquoi pas, oui, je pense. Oui. Je vous remercie. Après, bon, ils peuvent dire, donnez-moi le résultat vous-même. Mais après, voilà, c'est une question à poser aux patients. Finalement, il faudrait peut-être dans cet exercice de téléradiologie, il y ait une question qui soit posée directement dès le moment où il y a un acte de téléradiologie par un médecin radiologue, que le patient choisisse s'il préfère avoir les résultats ou pas. Je pense que ce serait le mieux, oui. Ok. Et alors Laurent, justement sur cette notion d'équipe, parce qu'on a parlé d'équipe territoriale, voilà, je trouve qu'on remet en avant les équipes radiologiques, moi, avec cette activité de téléradiologie. La notion d'équipe, oui, elle est évidente au quotidien. C'est-à-dire qu'on a le personnel d'accueil qui prend en charge le patient en première intention et donc qui va lui expliquer la procédure de téléradiologie. Les manipulateurs, bien évidemment, qui ont un rôle majeur dans l'accompagnement et qui sont dans la réingénierie du diplôme de manipulateur. On a bien souligné ce caractère de soignant, et là, ils l'exercent complètement. Et ces manipulateurs, dans les organisations de téléradiologie, ils doivent pouvoir être tels qu'on le conçoit, en lien direct avec le radiologue qui va valider la demande, qui va valider le protocole et qui va l'interpréter. De façon à ce qu'ils ne soient pas, comme ils en souffrent dans certaines circonstances, sous la main directe du médecin demandeur ou de l'urgentiste qui lui explique que l'examen, c'est celui-là qu'il a demandé et qui doit être fait, même s'il n'est pas pertinent. Le manipulateur ne peut pas le refuser et ils vivent très mal ces situations-là. Donc c'est pour ça que toutes ces organisations, elles doivent être construites sur un projet médical d'établissement, de territoire, avec les équipes, avec aussi des équipes administratives, pour qu'on puisse porter un projet qui réponde aux besoins. Donc, on a bien une équipe territoriale d'organisation des soins dans laquelle on a une dose plus ou moins importante de téléradiologie. Et alors, Vivien, parce que j'ai lu récemment un article sur justement la difficulté de travail en nuit profonde, par exemple, c'est démontré les risques d'erreur. Et on sait que ces risques d'erreur, en fait, ils sont quand même diminués ou ils s'expliquent par une activité globalement solitaire, voilà, avec une décision qui s'ajoute à la fatigue. Et je pense que vous, c'est quand même un sujet que vous avez identifié sur une activité de soirée nocturne, oui, avec ce travail en équipe. Oui, complètement. En fait, pour donner un premier exemple, ça fait 12 ans qu'on travaille. On a été seul longtemps avant de pouvoir avoir une activité qui justifie une équipe. Et en dehors des quelques du noyau dur de l'aventure, les radiologues de cette époque ne sont plus avec nous. Ils ont travaillé un peu, ils ont arrêté. Depuis qu'on a réussi à s'organiser en équipe, depuis que l'activité a permis de passer un certain seuil et d'être en équipe, on a des radiologues qui restent dans la durée parce que c'est toute une dimension de stress de l'activité de nuit qui disparaît et c'est une sécurité effectivement sur l'activité qui est extrêmement palpable au quotidien et qui permet d'intégrer des jeunes radiologues sans pression. Il y a toute une dimension technique liée à la téléradiologie dans le contexte de l'urgence qui crée un risque technique qui n'existe pas quand on est sur place, qui est source de beaucoup de stress et qui est totalement
gommés par la notion d'équipe. Quand les radiologues les plus expérimentés assument ce stress, les autres n'ont pas à l'assumer. Donc, ça permet de se mettre dans des conditions qui sont plus efficaces. Et puis après, il y a la notion de répartition sur l'activité de nuit. Si on prend l'exemple d'un hôpital qui aurait une astreinte d'un radiologue seul, qui peut être amené à travailler 3 fois dans la nuit à 2h, 4h et 6h du matin, effectivement, à 6h du matin, c'est compliqué parce que la nuit a été extrêmement hachée. Le fait d'être nombreux permet d'avoir une décroissance un petit peu de l'équipe à la console au fur et à mesure de la décroissance d'activité et d'avoir des radiologues en fin de nuit qui ont pu dormir en début de nuit. Donc, une répartition de l'activité qui, là aussi, se fait au profit de l'activité de fin de nuit et donc en minimisant les risques. Après, le dernier point sur l'équipe, si j'ai encore un instant, c'est que le fait d'être nombreux permet aussi de répartir les rôles. Il y a évidemment tout un travail d'analyse des demandes, de gestion des appels des médecins, des appels des manipulateurs. Il faut être disponible pour toute cette activité qui est source de beaucoup d'interruptions. Quand on dépasse un certain seuil d'équipe, on peut dédier un radiologue de l'équipe à ce travail de premier contact pour être très disponible pour les manipulateurs, répondre à toutes les questions sur un protocole, un patient qui bouge, etc. Et préserver de cette interruption le reste de l'équipe. Et on se retrouve avec une partie de l'équipe qui a un temps de sommeil garanti, qui n'est plus interrompu. Donc, on diminue les interruptions de tâches, on diminue le stress. Et finalement, en gommant tous ces éléments qui sont source de confusion lors de l'interprétation, on arrive à compenser. C'est difficile à quantifier exactement, mais on arrive à une bonne compensation de la pénibilité de l'activité de nuit. Donc, la taille d'équipe permet d'avoir des mécanismes de compensation de ce stress lié à la nuit profonde. C'est des choses qu'on connaît sur les blocs opératoires. Voilà. Et de façon générale, je vois bien, après on va passer à la discussion. En fait, la pratique, une pratique qu'elle soit de téléradiologie, de radiologie, en fait, elle ne se conçoit que avec des critères qualité, quoi. On peut tout faire très mal et on peut tout faire très bien. Voilà. C'est ça que je vois, quoi. Et l'objectif derrière la téléradiologie, c'est de le faire très bien, quoi. Voilà. Je rappelle juste des points de vigilance parce que ça va peut-être être des points de la discussion. Restitution du résultat, on l'a vu avec Madame Sanchez, ça reste quand même un vrai sujet. La maîtrise de la demande, le présentiel à gérer, ça voilà, il ne s'agit pas effectivement. Et derrière, je l'ai vu passer dans le chat, bien évidemment, ça n'est pas une réponse à la démographie radiologique, voilà, cette pratique-là. Voilà. C'est comment au mieux y répondre. Voilà. Alors oui, il y a eu plein de questions, je ne sais pas comment, en même temps, j'ai vu que de temps en temps, on y répondait. Alors si je peux me permettre, professeur Gauvry, oui. Je voulais intervenir et puis poser une question au docteur Thompson et puis au docteur Verzeau. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement la téléradiologie doit partir de la base, c'est-à-dire finalement des médecins qui sont en présentiel initialement et en fait la téléradiologie part de ça, mais doit permettre de répondre à, on va dire, à une territorialité, un maillage territorial, mais ça doit rester à la base finalement une médecine de proximité. Et ma question, elle est aussi finalement sur de la téléradiologie, sur la permanence de soins qui est peut-être plutôt locale, plutôt territoriale. On peut imaginer très bien finalement une coopération du privé avec du public pour augmenter un pool, finalement un pool de praticiens et qui en fait gérerait finalement ces centres au niveau un peu local, peut-être après à l'échelle à voir, départementale ou régionale, parce que finalement on a besoin de cette connaissance de nos confrères cliniciens, de les connaître, de connaître le fonctionnement de nos équipes, qui finalement, une téléradiologie qui est un peu, on va dire... Hugo, on va peut-être, juste comme on a peu de temps, on va peut-être laisser nos deux intervenants répondre. Très rapidement, pour moi, et je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils qui doivent être à notre service. Il ne faut pas inverser la donne. Et on est là pour quoi ? On est là pour répondre à des besoins médicaux. Donc la base, le maître mot, on le répète, mais c'est pas pour faire joli, c'est le projet médical. Et le projet médical, de plus en plus, on le voit bien, il va se construire en ce qui concerne l'imagerie, mais pas seulement, à l'échelon du territoire. C'est un échelon qui paraît pertinent. Et donc, il faut apprécier les forces vives, actives, capables de prendre en charge les patients, les besoins des patients, le matériel nécessaire, et organiser
tout ça au mieux de façon la plus efficace possible avec cette notion de surspécialité qui maintenant impacte fort nos activités, dans laquelle on va intégrer bien évidemment les outils de la communication. Alors, si je peux répondre juste une seconde, dans la gestion de l'urgence en téléradiologie, il y a aussi la notion de surspécialité, c'est-à-dire que impliquer tous les radiologues du territoire à faire de l'urgence, c'est à peu près la garantie de ne pas avoir un niveau de compétence homogène parce que tous les radiologues publics et privés n'ont pas une activité qui permet de gérer correctement un body scanner et un AVC au milieu de la nuit. Donc, on a besoin, y compris dans la gestion des urgences, d'avoir un degré de compétence. C'est une vraie surspécialité de la radiologie aujourd'hui. Et la réalité de terrain, évidemment, dans un monde idéal, on peut imaginer optimiser des ressources localement et en avoir suffisamment. La réalité de terrain, c'est qu'il est souvent difficile sur un territoire en difficulté d'assurer et la nuit et la journée. Donc tout l'enjeu, c'est de permettre au territoire d'assurer le maximum d'activités de journée, aux radiologues du territoire d'assurer le maximum d'activités de journée dans leur domaine de spécialité et au contact à proximité des patients. Et l'échelle dont tu parlais, Hugo, sur de la mutualisation des moyens, pour l'urgence, en tout cas, c'est la vision que j'ai, qu'on en a, c'est qu'elle n'est peut-être pas celle du département, voire de la région, mais l'idée est d'avoir une équipe dédiée qui permette de répondre à la réalité de la demande et parfois, ça n'est pas uniquement l'équipe du territoire. L'objectif étant derrière que l'équipe du territoire ait le maximum de temps libéré pour réaliser l'activité de journée qui est indispensable en présentiel. Merci. Alors, je vais conclure parce que j'ai mon modérateur là qui me poursuit en me disant que je dois conclure. Ce que je retiendrai quand même, c'est que l'objectif à chaque fois, c'est quand même d'éviter des territoires vides, ouais, en termes de réponse radiologique, de plages horaires vides. Voilà. Et je vois que quand même, c'est une réponse optimisée au maximum par des radiologues. N'oublions pas que quand même, ça permet quand même à ce que cette activité soit gérée par des radiologues. Bon. Moi, je vois que c'est quand même un des éléments de structuration du territoire et de la radiologie. Enfin, Laurent en a parlé, et indirectement, effectivement, on voit cette gestion du non programmé permet quand même sur un territoire à gérer au mieux cette activité programmée. Clairement, moi, j'en vois aussi un élément de solidarité. Hugo l'a dit, hein, mais clairement, c'est une solidarité radiologie publique-privée sur un territoire. Voilà, c'est une des façons concrètes à un moment de parler de solidarité. De la radiologie programmée et non programmée, parce que bien souvent, on a tendance à l'opposer et à voir qu'il y en a une qui déteint sur l'autre, et on voit que quand même, quand c'est bien fait, et en téléradiologie, c'est un des éléments, je ne dis pas que c'est le seul, mais d'une solidarité. Voilà. Puis c'est aussi une solidarité contre, on l'a vu, les déserts géographiques et puis les horaires. Voilà. J'aurais tendance à dire en conclusion, parce que c'était le titre, ça a d'abord été effectivement probablement construit, vécu, cette téléradiologie comme des déboires de la radiologie. Bon, clairement, c'est aussi la façon dont elle est faite, parfois encore ressentie comme un déboire. Moi, je le vois aussi, on l'a vu parmi quelques exemples concrets, ça doit être construit, ça peut être vécu et fait comme un élément de structuration et de solidarité de la radiologie. Voilà. C'est un des éléments. Je ne vous dis pas que c'est la réponse, l'unique réponse, mais c'est un des éléments. Voilà. Eh bien, écoutez, on a presque fini à l'heure, comme on a commencé un peu en retard. Voilà. Je remercie infiniment la SFR, Jean-Paul Béranger, l'organisation, le CHU de Nîmes, les organisateurs, voilà, de m'avoir donné la possibilité d'animer, et puis à tous ceux qui ont intervenu avec envie, intérêt, voilà, vécu. Voilà, je remercie tout le monde de cette belle table ronde. Voilà. Bonne suite. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.